Voilà, je vais commencer. Alors, 2 annonces avant de commencer. Donc, tout d'abord, aujourd'hui et les mercredis suivants seront des journées plus normales, si je puis dire, puisqu'il y aura bien un cours, enfin, et la semaine prochaine aussi, et puis un séminaire. Mais le tout dernier jour, le 22 juin, il y aura 3 séminaires. Et le cours sera terminé, puisque j'ai donné 2 leçons la semaine passée. Donc, le dernier jour prévu, qui est le 22 juin, il y aura 3 séminaires l'après-midi, au lieu de... J'aurai terminé mon cours. Donc ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce, j'ai préparé une liste de références et c'est déposé sur la table à la sortie. Donc vous pouvez vous servir. Cette liste est incomplète, ne reprend pas encore tous les cours, mais je la compléterai et donc à un moment donné, vous aurez la liste complète de toutes les références pour toutes les leçons qui ont été données. Enfin, ceci, donc, c'est une liste intermédiaire. Bien, alors je voudrais commencer aujourd'hui par terminer ce qui avait été entamé la semaine passée, c'est-à-dire l'étude de Chern-Simons sur le disque. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce propos-là, donc n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a. Donc je vous rappelle ce qu'on était en train de faire. Donc on étudiait. Donc ça c'est le disque, c'est la partie spatiale. Bon, évidemment il y a le temps que je ne représente pas. Donc R est une coordonnée radiale, phi est une coordonnée angulaire et le bord est en R égale à R1. Et on s'intéresse à la formulation hamiltonienne et on a vu que dans la formulation hamiltonienne, les composantes spatiale de la connexion et la composante temporelle jouent des rôles distincts. Donc on avait réécrit l'action sous forme hamiltonienne et on avait l'expression suivante. Alors on avait d'abord la partie cinétique, puis on avait la contrainte, donc à 0 et à t c'est pareil. Hein. Bon, je vais peut-être écrire à 0 alors. Donc x0 c'est la même chose que t, et je fais c égale 1. Bon. Alors la contrainte, c'est fr phi. Et puis je vous ai dit, en général, il peut y avoir un terme au bord qu'on va déterminer maintenant. Et je vais l'écrire comme ceci, donc, je vais écrire plus k sur 2pi pour avoir le même facteur, intégrale dt. Et j'écris le terme au bord, donc ça va être moins h, donc qui va être donné par une intégrale sur des phi de quelque chose qu'on va déterminer. Donc je réécris le terme au bord comme ça, mais l'important c'est que c'est un terme au bord. Donc c'est un terme qui est évalué sur le cercle R égale à R1. Et bon, c'est l'action qu'on considère, donc il y a aussi une intégrale sur t, mais il n'y a pas d'intégrale sur R, donc on est ici au bord. Et la forme de ce terme au bord va dépendre, et c'est ce dont je veux parler maintenant, va dépendre des conditions limites qu'on impose. Mais avant d'écrire ces conditions limites, je voudrais aussi rappeler ce qu'on avait construit. On avait construit le générateur des transformations de jauge. Et on avait vu qu'il y avait 2 parties. D'abord la partie proportionnelle aux contraintes. Donc la partie où on intègre surtout le disque. Epsilon fr phi. Donc ça c'est ce qui apparaît ici. Epsilon est cette fois-ci le paramètre de jauge. Mais alors il y a un terme de bord qui est k sur 2pi qu'on a déterminé la fois passée, donc l'intégrale en R égale à R1. Tout est évalué en R1, donc epsilon est une fonction de R et de phi, mais ici on prend sa valeur en R égale à R1, à phi, des phi. Pareil pour a phi. Et on a vu que les transformations de jauge sont abéliennes, donc elles commutent, mais la réalisation canonique de ces transformations de jauge possède une charge centrale.
qu'on a calculé explicitement et qui est égal à k sur 2pi, intégrale en r égale à R1 de epsilon eta prime. Prime, c'est la dérivée par rapport à phi, des phi. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine passée. Donc encore un autre rappel concernant la terminologie. On voit que si epsilon est nul au bord, ce terme de surface est nul et le générateur est strictement proportionnel aux contraintes, donc il s'annule en vertu des contraintes. Donc lorsque les contraintes sont satisfaites et les configurations physiquement permises doivent obéir aux contraintes, on voit que lorsqu'epsilon est nul au bord, Q de epsilon est égal à 0. Donc le générateur a pour valeur 0. Par contre, et on parle alors de transformation de jauge propre, par contre, si epsilon n'est pas nul au bord, ce terme-ci va être en général différent de 0. Bon, il ne sera pas 0 quel que soit phi, bien. Donc ce terme-ci, sauf pour epsilon égal à epsilon 0, parce qu'on avait une contrainte sur phi, mais ça je vais... Donc le 0 mode disparaît, mais à part le mode 0, disons, ceci est non nul. Et donc le générateur, lorsque les contraintes sont satisfaites, n'est pas égal à 0, mais se réduit au terme de surface. Et on parle de transformation de jauge impropre. Donc on peut faire de telles transformations de jauge, donc le impropre ne suggère pas qu'on ne peut pas les faire, on peut les faire, mais ça n'est pas des transformations de jauge au sens strict, en ce sens qu'on ne doit pas prendre le quotient par ces transformations de jauge. Ces transformations de jauge ont une action non triviale sur les états physiques, alors que la contrainte va agir sur les états physiques de manière triviale, agissant sur les états physiques, ça donne 0. Mais ceci, pas nécessairement. Non, on ne doit pas imposer cette condition. Alors, pour déterminer le thermobord dans l'action, donc je reviens maintenant à ce que je voulais faire, donc ça c'était des rappels. Pour déterminer le thermobord dans l'action, qui va donc déterminer la dynamique des degrés de liberté au bord, donc c'est parce que c'est un terme qui va être au bord. Bon, écrivons les équations du mouvement, d'abord. Alors, les équations du mouvement, c'est les autres composantes de... Donc on a la contrainte, c'est FR phi égale à 0. Les équations dynamiques, c'est F0R égale à 0 et F0 phi égale à 0. Les autres composantes de la courbure égale à 0. On a vu que les équations qui viennent de l'action de Chern-Simons disent que la courbure est égale à 0. Donc, alors ça, je peux l'écrire, effectivement, c'est A point... Est-ce que vous voyez ici où ça gêne? Non. Bon, c'est A point R, donc dérivée temporelle par rapport à R, à x0 pardon, de AR moins dr de A0 est égal à 0. Et ça, c'est A point phi moins d phi de A0 est égal à 0. Et donc, vous voyez que ce que nous disent les équations du mouvement, c'est que l'évolution temporelle du potentiel vecteur, enfin des composantes dynamiques du potentiel vecteur AR et A phi, est donnée par une transformation de jauge, puisque delta AR c'est dr de quelque chose, donc A point R c'est dr de quelque chose, A point phi c'est d phi de quelque chose. Donc c'est une transformation de jauge. Mais cette transformation de jauge peut être propre ou impropre, ça va dépendre des conditions aux limites qu'on impose. Et donc, alors il est de tradition, enfin, c'est une des conditions aux limites intéressante et qui est intéressante dans le contexte de la gravité à 3 dimensions, comme on le verra plus tard, c'est d'imposer au bord que A0 soit égal à A phi au bord, en R égale à R1. Donc on va choisir le paramètre A0 qui définit l'évolution temporelle. Différents choix de A0 vont définir différentes évolutions temporelles, comme on le voit ici. Alors, à l'intérieur, ça n'a pas d'importance puisque c'est une transformation de jauge propre, donc ça n'a pas physiquement d'importance, mais le choix de A0 au bord va déterminer une dynamique et un autre choix de A0 va déterminer une autre dynamique. Je vais choisir ceci. Pourquoi je choisis ceci? Parce que quand on choisit ça, vous voyez que les équations deviennent très simples au bord. En tout cas, à l'intérieur, ça n'est pas très utile. Au bord, vous voyez qu'on aura alors que A point phi est égal... On aura que A point phi est égal à d phi de A0, c'est-à-dire, mais A0 c'est A phi, donc c'est A prime phi.
Et donc vous avez ce qu'on appelle l'équation d'un boson chiral. Un boson chiral, c'est à 2 dimensions, mais on est au bord. Hein. Le bord, c'est le cercle fois t, donc c'est un cylindre, c'est à 2 dimensions. On est ici, mais il ne faut pas oublier qu'il y a t. Bon, mettons qu'il vient comme ça. Donc vous voyez que l'équation au bord, quand on prend cette condition, me dit que la dérivée temporelle est égale à la dérivée spatiale, et c'est ce qu'on appelle un boson chiral. Donc l'équation d'un boson chiral, c'est moins phi' est égal à 0. Et je reviendrai là-dessus plus tard, on va discuter ça, c'est important pour la gravitation à 3 dimensions, mais je le ferai plus tard. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est simplement vous dire quel terme au bord apparaît dans l'action quand on choisit cette condition. Alors, la recette est toujours la même. On veut choisir le terme au bord dans l'action, de telle sorte que l'action soit un vrai extrémum lorsque les équations du mouvement sont satisfaites. Alors, varions l'action. Voyons, donc on va exprimer que l'action est extrémum, et on veut qu'elle soit un extrémum quand on impose ça, et rien que ça, a priori. Donc regardons, je calcule delta S. Alors vous voyez, bon, je vais le faire de manière détaillée. K sur 2pi, bon, on a des t, écrivons d2x pour ne pas devoir tout écrire. Alors j'ai par exemple un terme en delta a phi, a point, puis je vais avoir plus, ça c'est le terme cinétique, AR point, A phi delta A point R. Puis je vais avoir d'autres termes, plus K sur 2pi, dt d2x. Bon, delta A0, on sait que lorsque j'extrémise par rapport à A0, j'obtiens FR phi égale à 0, la contrainte. Donc je vais extrémiser pour le moment uniquement par rapport à phi et à R. Donc qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir A0, delta attendez, donc c'est dr, donc c'est delta de d phi AR moins delta de dr à phi, ça c'est la contrainte, plus k sur 2pi, intégrale dt, donc on est au bord cette fois-ci en r égale à r1, donc je vais écrire h de manière plus explicite. H va être l'intégrale sur d phi d'une certaine densité que j'appelle h, puisque je vais faire apparaître l'intégrale, et donc c'est une intégrale sur le bord en r égale à r1. Donc j'appelle l'intégrand, je l'appelle h comme ça. Donc j'ai ici, il y a un signe moins, donc moins delta h. D'accord? Et ce que l'on veut, c'est que delta S soit égal à 0, soit équivalent aux équations du mouvement. C'est-à-dire F0R égale à 0, F0 phi égale à 0. Alors vous voyez que le terme proportionnel à A phi, prenons peut-être celui proportionnel à... Alors je vais supposer, donc en fait le problème que j'ai est le suivant. Hein. Donc ça c'est T maintenant. J'intègre l'action de T1 à T2. Le bord ici c'est en R égale à R1 et j'ai phi, donc R va comme ça. Donc j'ai mis le disque horizontalement. Donc ça c'est le problème qu'on a. Alors on va supposer, bon ça on en a déjà parlé à la toute première leçon, A phi et AR sont des variables canoniquement conjuguées, donc c'est comme P et Q. Donc c'est comme si j'avais PQ point. Je vais supposer que les Q sont fixés au bord. Donc je vais supposer au bord temporel, T1 et T2. Et donc je vais supposer que delta AR est nul au bord, ce qui me permet d'intégrer par partie par rapport au temps. Et donc remplacer ceci par moins A point phi delta AR. Alors vous voyez que alors ce terme ici aussi,
si je peux intégrer, comme phi est une variable périodique et que toutes les variables sont périodiques, je peux intégrer par partie par rapport à phi, et je peux remplacer ce premier terme ici, sans rien changer, par moins d phi A0 delta AR. Donc vous voyez que le terme proportionnel à delta AR, c'est précisément l'équation du mouvement F0 phi égale à 0. Donc la difficulté va venir pour le terme proportionnel à delta A phi. Alors là, je n'ai pas de difficulté, c'est à point R, j'ai bien un delta A phi, mais pour arriver à écrire ça avec un delta A phi, je dois faire une intégration par partie, et vous voyez que je vais ramasser d'ici k sur 2pi l'intégrale dt, intégrale sur R égale à R1, hein, le terme au bord, et puis j'aurai le terme qui me donne ce que je veux. Donc en R égale à R1, je vais avoir A0, qui est là, fois delta A phi. Puis le terme obtenu qui me donne les équations du mouvement, moins k sur 2pi, intégrale dt, intégrale d2x, de dr de A0 delta A phi. Donc le terme où on intègre sur tout le disque me donne les équations du mouvement F0R égale à 0, et donc c'est nul quand les équations du mouvement sont satisfaites, mais par contre le terme au bord ici n'est en général pas nul. Mais l'idée c'est que je vais choisir le H, je dois choisir le Hamiltonien au bord, de telle sorte que sa variation est exactement égale à cette intégrale ici. Alors vous voyez que ceci, avec ces conditions limites que A0 est égal à A phi au bord, ça peut s'écrire comme 1 demi delta A phi carré. Et donc vous voyez qu'en prenant pour H moins 1 demi delta moins 1 demi A phi carré, pardon, je vais exactement obtenir que ce terme-ci compense le terme qui est là. Et donc vous voyez qu'avec ces conditions limites au bord, le Hamiltonien est donné par 1 demi A phi carré. Et A phi, je vous rappelle, en fait, A phi, c'est en fait le courant de Kac-Moody. Donc vous voyez qu'on obtient le carré de ce courant comme Hamiltonien. C'est tout ce que je voulais dire. D'autres conditions au bord impliqueraient un autre Hamiltonien. L'Hamiltonien au bord doit être ajusté à la transformation de jauge impropre que l'on fait lorsque on évolue le système au bord. D'accord ? Dans ce cas-ci, qui va être le cas qui nous intéressera pour la gravitation à 3 dimensions, comme on le verra la semaine prochaine, le choix A0 égale à A phi conduit à un Hamiltonien qui est donné par ça. Bien, alors c'est tout ce que je voulais dire sur Chern-Simons A3, et je voudrais maintenant parler de la gravitation à 3 dimensions. On verra qu'il y a un lien avec ce que j'ai expliqué jusqu'à présent la semaine prochaine. Je sais pas, donc c'est peut-être un bon moment pour poser des questions si vous avez des questions. Mais donc la philosophie dans la détermination des termes au bord, bon, dans ce cas-ci, ici, on travaille le terme au bord à mettre dans l'action est choisi de telle manière à ce que la trajectoire classique soit un vrai extrémum de l'action, c'est-à-dire que delta S soit vraiment égal à 0 et pas 0 à un terme au bord près, parce que si le terme au bord n'est pas nul, delta S n'est pas égal à 0. Donc on veut vraiment que l'action soit stationnaire pour la solution classique. Et pour cela, on est obligé d'ajouter ce terme-ci lorsque les conditions limites dans le principe d'action, c'est A0 égale à phi. D'accord ? Donc ça, c'est une philosophie qu'on va tout le temps utiliser. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est parler de la gravitation à 3 dimensions et de ses symétries asymptotiques. Et donc, pour cela, comme j'utilise l'approche hamiltonienne, je vais d'abord écrire la gravitation à 3 dimensions, en fait à d dimensions, parce que c'est toujours la même chose. Donc faisons-le. Je vais même le faire à 4 parce que les formules me viennent spontanément à 4 dimensions, et puis je vous dirai comment ça change quand on change la dimension. Il n'y a pas grand-chose qui change. Donc, ça c'est donc un nouveau chapitre. Et c'est la formulation hamiltonienne de la théorie d'Einstein que je vais vous expliquer.
je ne vais pas faire la dérivation explicite de tout, mais je pense qu'on a suffisamment, on connaît suffisamment sur les systèmes, sur la formulation hamiltonienne des théories avec invariance de jauge pour comprendre la structure de la formulation hamiltonienne de la théorie d'Einstein. Formulation qu'on doit à Dirac et à Arnowitz, Deser et Missner. Et cette formulation n'a pas été facile à construire parce que la théorie d'Einstein possède une invariance de jauge, à savoir l'invariance sur les reparamétrisations. Et on a vu que quand il y a une invariance de jauge présente, la transformation de Legendre est singulière, il apparaît des contraintes. Et en fait, je pense que Dirac a développé son formalisme à contrainte pour précisément avoir les outils nécessaires pour construire la formulation hamiltonienne de la gravitation. C'était sa motivation première. Ça a été une des premières applications qu'il a construites. Donc je vous rappelle, l'action d'Einstein. Et je ne vais pas choisir. Bon, je fais C égale 1, mais je garde grand G, la constante de Newton. Et donc je l'écris, comme je l'ai dit, à 4 dimensions et avec constante cosmologique, puisqu'on aura une constante cosmologique. Alors, il y aura des thermobores, mais je m'intéresserai aux thermobores après. Donc, je vais un peu suivre la même philosophie que pour Chern-Simons, où je vous ai dit, il y a des thermobores, mais les thermobores, on les détermine après. Je les ai déterminés aujourd'hui, alors que j'ai déjà parlé de Chern-Simons avant. Et on les détermine, et ça va dépendre de la forme de ces thermobores, des conditions limites qu'on impose. Mais je n'ai pas envie de parler déjà des conditions limites. Donc on sait qu'il peut y avoir un thermobore, c'est un thermobore. Donc ici on va regarder la partie de volume, à quoi elle ressemble, et puis on se posera des questions sur le thermobore, mais c'est des questions qu'on ne pourra se poser que lorsqu'on aura des conditions limites. Un peu comme ici. Le thermobore qu'on va mettre dans l'action dépend, je l'ai adapté à ceci. D'autres conditions limites, comme je l'ai dit, auraient donné d'autres thermobores. Alors, la difficulté, comme je l'ai dit, c'est que cette action est invariante par difféomorphisme. Et si on construit explicitement, si on écrit la transformation de Legendre, on voit qu'elle n'est pas inversible et qu'on ne peut pas exprimer les moments conjugués en fonction des vitesses. Et donc, on ne peut pas construire le formalisme hamiltonien comme habituellement on le fait. Et en fait, c'est comme en électromagnétisme ou pour Chern-Simons, les composantes temporelles de la métrique vont jouer le rôle de multiplicateur de Lagrange. Donc ça va correspondre à A0 en électromagnétisme. Et les GIJ vont correspondre aux composantes spatiales du potentiel vecteur. Et donc, en électromagnétisme, il y a un moment conjugué. On l'a vu, c'est le champ électrique. Ici, les GIJ auront aussi un moment conjugué. Alors, je vais préciser cette correspondance. Je vais introduire les variables qui sont le mieux adaptées pour comprendre la structure de la transformation de Legendre. Et pour ça, au lieu d'utiliser G00 et G0i, je vais utiliser ce qu'on appelle la fonction de Laps et le vecteur de shift, de déplacement. Et pour ça, géométriquement, ça se construit comme ceci. Donc en fait, on va étudier la dynamique de la théorie sous forme hamiltonienne, c'est-à-dire qu'on essaye d'écrire les équations comme des équations d'évolution qui me font passer d'une hypersurface x0 égale à constante à une autre hypersurface x0 égale à constante, une autre valeur de la constante. Donc on évolue x0. Donc x0 égale à constante, géométriquement, ça me définit une hypersurface. Et on va supposer qu'elle est de genre espace. Donc on pense à l'espace-temps comme le produit d'une variété à 3 dimensions, si je suis à 4 dimensions, fois le temps, et on regarde comment les choses changent quand on fait évoluer le temps. Alors géométriquement, on va décrire les choses de cette manière-ci. Donc ça, c'est mes lignes xk égale à constante, donc les mêmes qui joignent les points de même coordonnées spatiales, mais le temps varie, donc ça c'est x0 égale une certaine constante, ça c'est x0 égale à une autre constante, etc. Donc on a cette foliation ce feuilletage de l'espace-temps par des hypersurfaces t égale à constante. Et le vecteur tangent aux lignes de temps, que j'appelle d sur dx0, est un certain vecteur, qui a comme ceci, disons. Donc c'est ici que je devrais l'écrire.
Et alors à côté des lignes de temps, donc xk égale à constante, tous les points ici ont la même coordonnée spatiale mais différentes coordonnées de temps, je vais avoir des lignes dans les hypersurfaces x0 égale à constante, où c'est soit x1 qui varie, soit x2 qui varie, soit x3 qui varie. Donc j'ai d sur d xk, qui sont 3 vecteurs tangents aux 3 lignes de coordonnées d'espace. Alors quand j'ai ces hypersurfaces de genre espace, je peux introduire en chaque point la normale aux hypersurfaces, que je vais appeler n, donc c'est un vecteur. Pour insister sur le fait que c'est un vecteur, je mets une flèche au-dessus. Enfin, je n'écrirai pas tout de suite. Donc elle sera facultative. Donc n sans indice, c'est le vecteur normal. Ah oui, je dois préciser quelque chose après. Et ce qu'on va faire, il est utile de décomposer, c'est un peu plus invariant, le vecteur tangent aux lignes de coordonnées en termes dans la base formée par la normale et les vecteurs tangents. Donc au lieu d'utiliser comme base d sur dx0 et les vecteurs tangents, je vais utiliser la normale et les vecteurs tangents. Donc pour comprendre les formules de changement de base, il faut voir comment le vecteur dx0, d sur dx0 s'exprime en fonction de n et de d sur dxk. Donc il aura une certaine composante normale et une certaine composante tangentielle. Alors la partie normale, c'est ce qu'on appelle la fonction de Laps. Donc c'est le vecteur n, mais je ne vais pas toujours écrire la flèche. Et puis il y a une partie tangentielle que j'appelle, qui est un vecteur d'espace et qu'on appelle le vecteur de shift ou de déplacement. Donc ça veut dire que quand vous avancez dans le temps, vous déplacez d'une certaine quantité orthogonalement, c'est le laps, et d'une certaine quantité tangentiellement, c'est le shift. D'accord ? Donc géométriquement, on voit bien à quoi correspondent n et nk. Mais avant d'aller plus loin, il y a une chose que j'aurais dû dire avant, et c'est pour ça que j'avais laissé un certain espace ici. Sur les hypersurfaces, t égale à constante, je vais avoir la métrique induite, les GIJ. C'est une hypersurface de dimension 3, si on est en dimension 4. Et donc j'ai une métrique tridimensionnelle qui me décrit comment les distances qui exprime les distances entre les points sur les hypersurfaces x égale à constante. Cette métrique, on l'appelle la géométrie intrinsèque de l'hypersurface, et elle aura une certaine courbure. Et dès le moment où on fait ça, il y a un risque de confusion entre la courbure de la métrique d'espace-temps et la courbure de la métrique d'espace. Je vais adapter, comme je vais travailler beaucoup avec la décomposition espace plus temps, donc l'espace va jouer un rôle particulier, pour avoir des notations les plus simples possibles, je vais appeler la courbure de la métrique d'espace, R, et pour ne pas confondre avec la courbure de la métrique d'espace-temps, je vais mettre un indice 4 ici. C'est la courbure à 4 dimensions, ça c'est la courbure à 3 dimensions. À 3 dimensions, je ne l'écris pas. Donc quand j'écris rien, ça veut dire que c'est à 3 dimensions. Alors ici, vous allez me dire, est-ce que c'est le déterminant de la métrique d'espace-temps ou le déterminant de la métrique d'espace ? Donc normalement, je devrais mettre un 4 ici. Mais là, parfois, on ne l'écrit pas parce que comme la signature permet de faire la distinction, j'ai écrit un racine carrée. Mais évidemment, si on a une expression qui n'implique pas des racines carrées, on ne sait pas. Donc ça, c'est le déterminant de la métrique d'espace-temps, et j'aurai de la même manière le déterminant de la métrique d'espace que j'appelle G. Donc G, sans aucune indication, c'est le déterminant de la métrique d'espace, mais G, si je veux me référer au déterminant de la métrique d'espace-temps, je mets un 4 explicitement. Bien, alors, voilà, on a introduit le laps et le shift. Alors il faut aussi faire attention à une chose, c'est que la métrique d'espace va posséder une métrique inverse, donc elle est de signature euclidienne, puisque c'est des hypersurfaces de genre espace. Donc elle va avoir une métrique inverse, mais cette métrique inverse, en général, ne coïncide pas avec les composantes spatiales de la métrique inverse d'espace-temps. A priori, ça n'est pas nécessairement la même chose, et en général, ce n'est pas la même chose.
Donc, juste pour dire qu'il faut faire attention quand on écrit des quantités, de savoir si on se réfère aux objets d'espace-temps ou aux objets d'espace. Alors, ceci étant dit, oui, il est avantageux d'utiliser comme variable dans le principe d'action non pas les G mu nu, c'est-à-dire G0 mu et GIJ, mais d'utiliser à la place des G0 mu le laps et le shift. Je vais vous montrer que c'est inversible. Donc en fait, c'est très facile de voir que c'est inversible. Si je calcule le produit scalaire du vecteur dx0, donc le produit scalaire, on l'écrit de manière plus... Donc avec la métrique d'espace-temps, je calcule ce produit scalaire, on l'écrit parfois comme ça. Et ça, par définition, c'est G0i. Mais vous voyez, si je remplace d sur dx0 par cette expression-là, la normale est orthogonale, c'est comme ça qu'elle est définie, au vecteur tangent. Donc en fait, il n'y a que ceci qui va apparaître. Donc qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir nk, produit scalaire du vecteur d sur dxk avec d sur dxi. Mais ça, c'est précisément gki. Et donc ça, on écrit n. On abaisse l'indice d'espace avec la métrique d'espace, c'est ni. Donc vous voyez que la composante G0i est directement reliée au vecteur de shift. D'ailleurs, ça se voit. Hein. Si G0i est égal à 0, les lignes d sur dx0 sont orthogonales. Et donc, effectivement, il n'y a pas de composante de déplacement. Donc, si ni égale à 0, c'est la même chose que G0i égale à 0. Mais de manière plus générale, G0i, c'est précisément ni, où j'ai abaissé l'indice à l'aide de la métrique d'espace. Donc, quand je ne dis rien, c'est la métrique d'espace que j'utilise. Et donc, ça veut dire qu'on retrouve, comme elle est de genre, elle est signature euclidienne, en particulier inversible, je peux retrouver le vecteur de shift, donc avec la composante contravariante, en élevant l'indice à l'aide de la métrique spatiale inverse. Et donc l'important, c'est que G0i et NI, c'est à cette position de l'indice près la même chose. Et je vais maintenant montrer que G00 peut être exprimé en fonction de n carré et vice-versa. Donc pour G00, c'est le produit scalaire de G0 de x avec lui-même, donc G de d sur dx0 avec lui-même. Donc je calcule le produit scalaire de ces vecteurs en utilisant la métrique d'espace-temps, bien sûr. Alors, la normale étant orthogonale au vecteur ici, le produit mixte est nul. Donc je vais avoir n au carré fois grand n carré, mais la normale est de genre temps, puisque ça c'est de genre espace. Donc son carré c'est moins 1. C'est la normale normée, mais à moins 1, puisque c'est un vecteur de genre temps. Donc je vais avoir moins n carré plus, et puis je vais avoir le produit scalaire de ce vecteur-ci avec lui-même, et donc ça va être nk nsgks, mais donc ça veut dire que j'abaisse l'indice k avec la métrique spatiale. Alors on a vu que ceci, c'est la même chose, ça peut s'exprimer en termes des G0i. Donc tout d'abord, vous voyez que G0i et G00 s'expriment entièrement en fonction du laps et du shift. Inversement, si je vous donne le laps et le shift, vous retrouvez à partir du shift, bon, et on se donne la métrique spatiale bien sûr, à partir du shift, vous retrouvez G0i, et vous retrouvez, donc on peut aller dans l'autre sens, et puis vous retrouvez, non, pardon, inversement. Donc si je me donne n et nk, je peux construire G00 et G0i. G0i, c'est simplement, j'abaisse l'indice ici, et une fois que je connais et G00, ben je construis cette combinaison. Inversement, si je connais G0i et G00, à partir de G0i, je trouve le shift, et une fois que je connais le shift, ben je trouve le laps à partir de G00, à partir de cette relation. Donc c'est un changement de variable inversible. Donc ce que je vais faire, je vais passer de G0 mu GIJ, qui sont les variables naturelles du principe d'action sous forme covariante, aux variables, je vais écrire GIJ en premier, enfin non, d'abord le laps, shift
GIJ. C'est un changement de variable inversible, et donc je peux faire ce changement de variable dans le principe d'action. Oui? Juste, on suppose que le laps est toujours positif, du coup, non? Sinon, il a limité le... Oui, j'ai supposé qu'il était positif, parce que j'ai supposé que mon système de coordonnées ici était non singulier. Donc les 4 vecteurs sont linéairement indépendants, et donc automatiquement, sinon effectivement, si le laps est nul, donc je suppose qu'il ne s'annule pas. Et puis je choisis la normale normée, il y a 2 signes possibles, d'orientation positive. Merci. Évidemment, si ça change de signe, il y a des questions à se poser, mais si ça change de signe, ça veut dire que ça s'annule, et si ça s'annule, le vecteur d sur dx0 n'est plus linéairement indépendant des vecteurs d sur dxk, et donc mon système de coordonnées n'est pas bon. Donc ici, je travaille dans un ouvert de coordonnées où les coordonnées sont des vraies coordonnées. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en termes de ces variables-là, l'action est beaucoup plus simple à comprendre, sauf que je vais encore introduire un autre concept que celui de courbure extrinsèque. Alors, l'idée de la courbure extrinsèque est simple géométriquement, et on peut déjà la comprendre dans l'espace-temps. Dans notre espace, euclidien à 3 dimensions. Donc en fait, si je vous donne la géométrie intrinsèque de l'hypersurface, il y a en général plusieurs manières de plonger cette hypersurface dans l'espace ambiant. Et on a l'habitude de ça. Si je prends par exemple une feuille de papier, c'est la géométrie plane, les distances sont déterminées par les distances dans le plan. Soit je peux la plonger comme ça par exemple, mais je peux aussi la plonger de manière où je la fais onduler. C'est d'un point de vue de la géométrie interne à la surface exactement pareil. Les distances ne changent pas quand je fais ça. Je ne tire pas dessus, je ne déchire pas. Mais la manière dont elle est plongée dans l'espace-temps va être différente. Et on introduit un objet qui caractérise la manière dont le plongement est fait dans l'espace-temps, qu'on appelle la courbure extrinsèque. Et la manière dont on définit cette courbure extrinsèque, on regarde la manière dont le transport parallèle de la normale s'effectue quand on se déplace tangentiellement. Donc je vais vous donner la définition, je donnerai des références aussi, je ne vais pas tout... Donc en fait, on regarde la manière dont la normale... dont le vecteur normal, si j'en fais le transport parallèle le long de l'hypersurface, varie. Alors comme c'est un vecteur de norme carrée, on peut montrer que ceci va être nécessairement proportionnel au vecteur d sur dxi. Ça va être orthogonal à n, parce que la dérivée covariante de n carré doit être égale à 0. Donc la dérivée covariante de n, produit scalaire avec n, fait 0. Donc ça va être un vecteur qui est purement d'espace. Et le coefficient, on l'appelle KIJ. Et c'est ce qu'on appelle la courbure extrinsèque. Donc la courbure extrinsèque vous dit comment la normale change quand vous déplacez le long de l'hypersurface. Et donc par exemple, dans le cas où j'ai un plongement de cette géométrie plane comme dans le plan, la courbure extrinsèque va être nulle, puisque la normale, si je la déplace parallèlement à elle-même, elle reste normale. Par contre, si je fais ça, vous voyez bien que la normale, si je la déplace parallèlement à elle-même, elle ne reste plus normale. Donc là, on aura une courbure extrinsèque non nulle. Ici, j'aurai une courbure extrinsèque nulle. Donc ça, c'est l'idée géométrique de la courbure extrinsèque, je ne vais pas en dire plus. Mais l'intérêt, c'est qu'en fait, la courbure extrinsèque possède une expression en termes des dérivées temporelles de la métrique spatiale et du shift et du laps. Et on a l'expression suivante. Donc ça, c'est un calcul qu'il faut faire. Donc si on abaisse l'indice à l'aide de la métrique spatiale, on trouve l'expression suivante. Moins 1 sur 2n, g point ij, moins dérivée covariante, et je vais mettre un 3, comme ça on ne confond pas, nj, explicitement ici je le mets, puis je ne le mettrai plus. Bon, alors j'ai mis un indice 3 parce que je suis à 4 dimensions, et donc c'est à 3 dimensions les hypersurfaces.
si j'étais à 2 plus une dimension, qui est réellement le cas qui va m'intéresser plus tard, je devrais mettre, c'est un indice 2 évidemment ici, 2 dimensions d'espace. C'est le nombre de dimensions d'espace. Alors pourquoi c'est intéressant d'utiliser le laps, le shift et la courbure extrinsèque? Tout d'abord, vous voyez que la courbure extrinsèque, c'est essentiellement les dérivées temporelles de la métrique, habillées avec des facteurs qui rendent en fait les choses qui rendent les choses invariantes pour les changements de coordonnées qui ne touchent pas à l'hypersurface. Donc ça a un sens plus invariant, mais je ne vais pas élaborer ce point ici. Donc ça, c'est la courbure extrinsèque. Et si vous réécrivez l'action d'Einstein en termes de ces variables n, nk, gij, et quand vous voyez apparaître g.ij, vous faites apparaître la courbure extrinsèque, ce qui est toujours possible, voici la forme que prend l'action. Alors j'ai toujours le 1 sur 16 pi g, je vais devoir traîner tout le temps, dt, d3x, laps, c'est linéaire en le laps, racine de g, alors j'ai r moins lambda plus kij, plus une expression qui est quadratique en la courbure extrinsèque, plus un terme de surface au bord, que de toute façon, pour le moment, je ne regarde pas. Mais donc, cette action s'écrit de manière extrêmement simple en termes de ces variables. Je vérifie que j'ai quand même pas... Il y a un 2 que je vais laisser tomber. Et donc, le R est ici le R3, la courbure d'espace. Donc, le seul endroit où il y a des dérivées temporelles de la métrique qui apparaissent, c'est ici. Là, il n'y a pas de dérivée temporelle, c'est la courbure intrinsèque. Et alors, K, c'est quoi? K, c'est la trace de ce tenseur. Et j'ai oublié de préciser qu'on peut montrer que KIJ est symétrique, mais ça se voit sur cette expression-là. Mais on voit bien que KIJ est symétrique en I et J. La métrique est symétrique et ici, j'ai symétrisé. D'accord? Donc voilà l'expression. Et vous voyez que deux choses. Tout d'abord, effectivement, il n'y a pas de dérivée temporelle de n du laps et du shift. Donc si vous calculez les moments conjugués à n et à ni, vous obtiendrez 0. Et donc la transformation de Legendre dans ce secteur-là n'est pas inversible, comme pour A0. Si vous calculez le moment conjugué à A0, il n'y a pas de dérivée temporelle de A0 dans le Lagrangien de Maxwell, c'est 0. Eh bien, il n'y a pas de dérivée temporelle du laps et du shift dans le Lagrangien d'Einstein. C'est juste à travers des termes au bord, mais donc ça ne compte pas pour ce type de calcul ici en tout cas. Et donc, on obtient que le moment conjugué au laps est égal à 0, le moment conjugué au shift est égal à 0. Par contre, le moment conjugué à gij, donc si je dérive par rapport à g.ij, c'est quadratique en g.ij, et donc là ce sera inversible. Donc ce qu'on va faire, c'est faire la transformation de Legendre uniquement sur gij, g.ij et son moment conjugué. Donc on va appeler πj le moment conjugué à la métrique. Donc c'est le Lagrangien que j'ai écrit là, dérivé par rapport à g.ij. Et pour avoir des formules simples, je vais introduire ce qu'on appelle la supermétrique de De Witt, parce que c'est lui qui l'a introduit en premier, qui est en fait, vous voyez qu'ici c'est une expression quadratique en la courbure extrinsèque, c'est-à-dire une expression quadratique en les dérivées temporelles. Le coefficient, je vais lui donner un nom, on l'appelle grand G IJMN, c'est une sorte de métrique dans l'espace des métriques. C'est la forme cinétique. Et donc, c'est quoi? Je vais juste le lire de là. Je vais mettre le racine de G. Alors, je veux que ce soit symétrique en IJ et MN. Donc, je vais mettre G, IM. Donc, c'est pour ça qu'il y a le facteur GJN plus GIN, GJM moins GIJ, GMN. Alors pourquoi j'introduis ça? Parce que le terme là, je peux l'écrire comme donc racine de G
KIJ moins K carré, c'est la même chose que GIJMN. Donc j'ai juste pris le coefficient de la partie quadratique. Et comme c'est symétrique en IJ et Mn, j'ai symétrisé ici. D'accord? Donc effectivement, le premier terme ici va me donner une contraction sur I et M et sur J et N, c'est-à-dire ça. Et l'autre terme, j'ai une contraction avec le signe moins, GIJ qui va me donner K au K, et puis j'ai GMN qui va me donner un autre K, donc j'ai K au carré. D'accord? Et donc, ceci, ça va être égal à... va faire apparaître la partie quadratique avec un facteur 2, parce que les KIJ, c'est... et puis ce facteur ci qu'on va voir apparaître. Hein. Et donc, vous voyez que cette partie quadratique est à un facteur près, ce qui va relier... Cette forme, disons, quadratique à un facteur près, ce qui va relier... cette supermétrique de De Witt va relier les moments conjugués aux dérivées temporelles. Et donc, c'est en l'inversant, on va pouvoir exprimer les dérivées temporelles en fonction des moments conjugués. Alors, tout ce que j'ai dit ici prend exactement la même forme en n'importe quel nombre de dimensions. La seule chose où la dimension apparaît, c'est quand on veut inverser la supermétrique de De Witt. Donc, si je veux introduire l'inverse, donc qui obéit à delta, donc c'est dans l'espace des tenseurs symétriques, donc c'est delta IK, delta JL, plus delta IL, delta JK. Donc si je veux inverser en introduisant cet objet-là, donc la notation est un peu dangereuse parce que cet objet-là, ce n'est pas celui-ci obtenu en abaissant les indices. Cet objet-là est défini par cette relation. Il faut voir ça comme une métrique dans l'espace des tenseurs symétriques qui est non dégénérée, parce qu'elle possède un inverse qu'on peut écrire explicitement. Et cet inverse, là, dépend de la dimension. Donc la métrique elle-même, la supermétrique elle-même, prend toujours la même expression. Son inverse, par contre, et ça c'est parce qu'on prend des traces, et les traces de l'opérateur identité, ça a des informations sur la dimension. C'est même la dimension. Et donc ici, on va obtenir, je vais l'écrire, je vais peut-être faire un peu de place, parce qu'ici, j'en ai pas assez. Donc je vais l'écrire ici. Donc G, I, J, M, N, on peut vérifier, c'est égal à 1 sur racine de G, 1 demi G, I, M, G, J, N, donc c'est symétrique, hein, G, I, N, G, J, M, moins, et le facteur ici dépend de la dimension, D moins 2, J, J, GMN. Donc je vous laisse vérifier comme exercice que ça donne bien ça. Mais donc vous voyez que quand on prend l'inverse, il y a un facteur qui dépend de la dimension qui apparaît. Donc en dimension 4 d'espace-temps, donc ça c'est la dimension, petit d c'est la dimension d'espace. Donc petit d est la dimension d'espace, et donc en dimension 3 par exemple, ce sera 1 sur 3 moins 2, donc c'est 1 ici, le facteur sera 1 en dimension 3, 2 en dimension 4 d'espace-temps, etc. Donc c'est le seul endroit où dans la formulation hamiltonienne de la relativité générale, on voit apparaître la dimension. Et donc, une fois qu'on a compris que ce qu'il fallait faire, c'est la transformation de Legendre sur G.ij, alors on peut appliquer les techniques hamiltoniennes standards. Hein, vous voyez, ce n'est pas particulièrement compliqué. Une fois qu'on a écrit les choses comme ça, tout devient simple, c'est quadratique en les vitesses. Et donc, le passage au hamiltonien d'un lagrangien quadratique en les vitesses, c'est des choses que vous connaissez bien. Donc je vais vous donner tout de suite l'action sous forme hamiltonienne. Je vous laisse comme exercice le soin de vérifier que ce que je vais vous écrire comme action est correct.
qu'on obtient, c'est la chose suivante. L'action dépend, sous forme hamiltonienne, de la métrique, du moment conjugué à la métrique, donc est moralement la même chose que la courbure extrinsèque. Hein. On voit que quand vous allez dériver par rapport au G point, vous allez obtenir la courbure extrinsèque avec le facteur. Bon, il y a un facteur n qui apparaît, mais donc c'est essentiellement la même chose. Et il y a le laps et le shift, évidemment. Eh bien, l'action prend l'expression suivante. Alors, D, je vais l'écrire tout de suite, dx. Donc, D vaut 3 dans le cas où j'ai écrit explicitement au tableau, mais va valoir 2 dans ce que je vais faire tout à l'heure. Vous avez le terme cinétique standard, PQ point. Et puis, vous allez avoir le laps qui multiplie une certaine fonction, que je vais écrire, moins le shift qui multiplie une certaine fonction, plus un terme au bord. Hein. On ne s'y intéresse pas encore pour le moment. Puisqu'on n'a pas encore parlé de conditions limites, donc s'il n'y a pas de bord, il n'y a rien, mais s'il y a un bord, il faut connaître les conditions limites pour l'écrire. Et alors, oui, et alors, que vaut H, donc ce qui multiplie le laps, alors H vaut 16 pi G IJMN pi IJ pi MN, donc c'est quadratique en les moments conjugués, moins 1 sur 16 pi G R racine de G plus 2 lambda racine de G, et j'imagine que j'ai oublié le 1 sur... Oui, dans mes notes, 1 sur 16 pi G. D'accord, donc, et puis on a HK, que vaut HK? Ah oui, j'aurais peut-être dû... C'est moins, je vais l'écrire... C'est moins 2 pi Km... et puis je vais utiliser cette notation que j'ai utilisée. Donc pour la dérivée covariante d'espace, donc dérivée covariante M d'espace de pi km. Oui, donc le D, je ne vais plus l'écrire, mais je l'ai encore écrit ici. Bon, alors, voilà ce qui sort quand on parle de l'action d'Einstein, qu'on fait la transformation de Legendre sur les dérivés, mais uniquement de la métrique spatiale. On introduit les moments correspondants, et voilà ce qu'on obtient. Et vous voyez apparaître à nouveau le fait que N et Ni sont des multiplicateurs de Lagrange pour des contraintes. Quelles contraintes? La contrainte H égale à 0. Donc ça, c'est l'équation du mouvement obtenue en extrémisant l'action par rapport à n, et les équations HK égale à 0. Donc ce n'est pas des expressions identiquement nulles, mais elles doivent être nulles pour les configurations qui obéissent aux équations d'Einstein. Donc ça, c'est en extrémisant par rapport à nk. Ça paraît linéairement. Si vous extrémisez l'action par rapport à n, vous obtenez que ça doit être égal à 0. Par rapport à nk, ceci doit être égal à 0. Donc le laps et le shift jouent le rôle de multiplicateur de Lagrange pour les contraintes, de la même manière que A0. Le laps et le shift, c'est moralement la même chose que G0 mu. Et donc, vous voyez que c'est la même chose que A0 qui jouait le rôle de multiplicateur de Lagrange pour la contrainte de Gauss. Donc, c'est exactement pareil. Et que dire encore? Que, eh bien, on s'attendait à ce qu'il y ait des contraintes, puisque c'est une théorie de jauge. Je vous ai dit, quand on a une théorie possédant une invariance de jauge, il doit apparaître des contraintes. Et ces contraintes jouent un double rôle. Non seulement elles disent que les
variables canoniques sont soumises à des équations, on ne peut pas être n'importe où dans l'espace des phases, on doit obéir à ça, mais en plus elle joue le rôle de générateur des transformations de jauge, en l'occurrence ici les difféomorphismes, écrits sous forme hamiltonienne, c'est-à-dire ces contraintes vous disent comment les variables canoniques changent quand vous passez d'une hypersurface à une autre, lorsque la nouvelle hypersurface est caractérisée par rapport à la première par un vecteur de Laps, une fonction de Laps n et un vecteur de shift nk. Vous voyez que dans les équations du mouvement, vous voyez que c'est ça qui apparaît ici multipliant. Donc ça vous dit comment les choses changent quand vous changez l'hypersurface, qui est la même chose que faire un difféomorphisme. Et donc vous voyez apparaître des contraintes qui engendrent la symétrie de jauge aussi. Donc non seulement c'est des contraintes, mais elles ont le rôle également d'engendrer les transformations de jauge. Voilà, donc ça c'est la structure à laquelle on s'attendait, et c'est bien la structure qu'on obtient, comme pour l'électromagnétisme, comme pour Chern-Simons. Simplement, c'est un petit peu plus compliqué du point de vue technique, mais les idées sont les mêmes. Donc ces contraintes, on peut vérifier, donc pour que ce que je vous ai dit soit juste, il faut aussi vérifier que si vous faites une transformation de jauge sur les contraintes, qu'elles sont 0 initialement, les contraintes, elles restent égales à 0. Donc les contraintes doivent être de première classe. Le crochet de Poisson des contraintes entre elles doit être 0 en vertu des contraintes, et c'est quelque chose que l'on peut vérifier. Donc, c'est quelque chose qu'on sait qui doit être le cas, parce que sinon ça ne serait pas une invariance de jauge. Donc si c'est bien le générateur des transformations de jauge, il vaut mieux qu'elles obéissent à cette propriété, et un calcul explicite montre qu'effectivement c'est bien le cas. Alors ceci étant dit, je vais passer à la gravitation à 3 dimensions. Donc on a la formulation hamiltonienne de la gravitation à 3 dimensions en particulier, il suffit de faire d égale 3 ici, donc ça on a, mais je voudrais maintenant parler des solutions et parler des symétries asymptotiques de la gravitation à 3 dimensions. Alors pour parler des symétries asymptotiques, je voudrais d'abord décrire certaines solutions, donc c'est ce que je vais faire maintenant, en un premier temps. Et puis après, connaissant les solutions, je vais être capable de donner des conditions asymptotiques raisonnables à l'infini pour les variables canoniques GIJ et PIJ. Mais d'abord, pour avoir une intuition sur le type de conditions asymptotiques qu'on peut imposer, on va étudier des solutions. De la même manière qu'à 4 dimensions, pour définir la notion d'espace asymptotiquement plat, c'est bon de savoir comment les solutions intéressantes comme Schwarzschild s'écartent de la solution plate. Et donc on va autoriser un comportement à l'infini qui reflète la manière dont Schwarzschild, par exemple, s'écarte de la solution, ou tend vers la solution asymptotiquement plate, tend vers la solution plate à l'infini. Alors je vais avoir besoin d'un peu de place. Donc j'en fais. Alors la gravitation à 3 dimensions, on pourrait se dire, pourquoi étudier la gravitation à 3 dimensions? Je vous ai expliqué à la toute première leçon que les équations d'Einstein à 3 dimensions déterminaient le tenseur de Ricci, mais qu'à 3 dimensions, le tenseur de courbure était complètement fixé par le tenseur de Ricci, il n'y avait pas de composante indépendante du tenseur de Riemann. Et donc si je connais le tenseur de Ricci, par exemple les équations d'Einstein me diront qu'il est nul si la constante cosmologique est nulle, ben je sais automatiquement que le tenseur de Riemann est nul, et que donc localement l'espace est plat. Donc on pourrait se dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la gravitation à 3 dimensions, qu'elle est cohérente, mais peut-être pas très intéressante, étant donné qu'il n'y a pas de degrés de liberté locaux. Alors, il se fait que c'est ce qu'on a cru pendant très longtemps, mais que relativement récemment, mais plus c'est récent que ça, maintenant, on s'est rendu compte que la gravitation à 3 dimensions, lorsque la constante cosmologique était négative, possédait des solutions trous noirs. Et que ces trous noirs à 3 dimensions avaient les mêmes propriétés thermodynamiques que les trous noirs à 4 dimensions.
Et donc, en fait, la gravitation à 3 dimensions, pour certaines questions, est un laboratoire extrêmement précieux et utile pour aborder des questions qui sont beaucoup plus compliquées à 4 dimensions, parce qu'à 4 dimensions, en plus de ces propriétés, disons, globales, il y a les degrés de liberté locaux, les ondes gravitationnelles, qui se superposent aux propriétés liées au trou noir, etc. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous expliquer ça. Donc, parler des solutions de la gravitation à 3 dimensions. Donc, je rappelle qu'à 3 dimensions, on l'avait vu aussi à la première leçon, la constante de Newton fois quelque chose fois une masse, c'est 100 dimensions. Donc, je mets d égale 2, c'est-à-dire grand D dimension d'espace-temps égale 3. Alors qu'à 4 dimensions, ça détermine une longueur, le rayon de Schwarzschild, petit c égale à 1. Et je vais... Alors, comme je l'ai dit, donc supposons que je prenne lambda égale à 0. Là, c'est plus parlant. Et les équations d'Einstein me disent que la courbure Ricci est égale à 0, et donc ça impose que parce qu'on est à 3 dimensions. Et donc, ça veut dire en particulier qu'il n'y a pas d'accélération relative des géodésiques, et donc il n'y a pas l'équivalent de la force de Newton à 3 dimensions. Et du coup, les gens se sont dit pendant très longtemps, il ne peut pas y avoir de solution de trou noir, mais on s'est rendu compte que si on prenait la constante cosmologique négative, on pouvait construire des solutions trou noir, même si on a le même type de propriété que le tenseur de Ricci. Là, est fixé complètement par la constante cosmologique. Et donc, localement, le tenseur de Riemann est aussi complètement fixé. Et donc, la déviation des géodésiques va être inchangée par rapport à, si je considère des solutions avec ou sans source, à l'extérieur des sources, j'aurai la même courbure. Et donc, je ne vais pas pouvoir dire si je suis dans telle ou telle solution en faisant des mesures d'accélération locale. Donc, il y a l'équivalent de l'absence de force de Newton. Néanmoins, on peut construire des solutions trous noirs parce que la constante cosmologique donne la force attractive nécessaire pour pouvoir construire des trous noirs. Alors, avant de parler de trous noirs, je vais d'abord parler de la solution qui correspond à Minkowski lorsque la constante cosmologique est nulle. Donc, vous savez que lorsque la constante cosmologique est nulle, la solution qui possède le maximum de symétrie, c'est Minkowski, et à 3 dimensions, les solutions sont toujours localement Minkowski, puisqu'on a ça. Lorsque la constante cosmologique est négative, la solution qui correspond au vide, c'est ce qu'on appelle l'espace antidocitaire. Dont je vais vous donner la métrique. Peut-être je donne d'abord la construction. En fait, il y a plusieurs manières de voir l'espace antidocitaire, mais une manière de voir antidocitaire, c'est voir antidocitaire comme une surface plongée dans un espace plat à 4 dimensions de signature mixte moins, plus. Donc je vais partir de l'espace à 4 dimensions ds carré égale moins du carré moins dv carré plus dx carré plus dy carré. Donc c'est un espace de coordonnées u, v, x, y, avec une métrique de signature mixte, moins, plus. Et je vais considérer la surface d'équation moins u carré, moins v carré, plus x carré, plus y carré est égal à moins 1. Alors, pourquoi je considère cette équation-ci ? Le groupe d'isométrie de l'espace à 4 dimensions muni de cette métrique-ci. Il y aura une partie homogène qui va être le groupe O de 2. Minkowski standard, c'est O3,1 parce que j'ai 3 plus et 1 moins. Mais ici, j'ai 2 moins et 2 plus, donc la signature est mixte. Donc le groupe homogène va être O de 2. Puis j'ai évidemment les translations d'espace-temps, qui va aussi préserver cette métrique. Mais je vais considérer une surface
dont l'équation est invariante pour le sous-groupe homogène O2,2. Donc si l'équation est homogène et que la métrique ambiante est aussi invariante pour ce groupe, il est clair que la métrique induite sur cette surface va être invariante pour O2,2. D'accord? Pour le groupe orthogonal de signature mixte O2,2. Et donc, antidocitaire est en fait défini, donc c'est la géométrie à 3 dimensions, donc c'est antidocitaire à 3 dimensions, c'est la géométrie de cette surface à 3 dimensions, héritée de la géométrie plate. C'est une manière de définir la sphère, soit on la définit de manière intrinsèquement, mais on peut aussi voir la sphère comme une surface, la surface d'équation x carré plus y carré plus z carré égale à 1 dans l'espace euclidien, et le fait que l'équation soit invariante pour SO3 ou pour E3 implique automatiquement que la métrique de la sphère est invariante pour E3. Donc là, la métrique que je veux obtenir sur cette hypersurface, par construction, sera invariante pour O2,2. Et O2,2, ça fait, donc c'est comme O4, donc c'est un groupe à combien de paramètres d-1 sur 2, donc ça fait 3 fois 4 sur 2, c'est-à-dire 6. Donc c'est un groupe à 6 paramètres, qui est le nombre maximum d'isométrie qu'un espace à 3 dimensions peut avoir. Donc on parle d'antidocitaire comme étant un espace maximalement symétrique. C'est aussi la même chose qu'un espace à courbure constante, parce que la courbure va être indépendante de la position, mais ces espaces sont homogènes et isotropes, ils sont maximalement symétriques. Alors, on peut calculer la courbure de ces espaces-ci, donc on a toute la géométrie. Peut-être j'écris d'abord la géométrie. Donc pour écrire la géométrie, on va introduire des coordonnées sur cette hypersurface. C'est une manière de faire. Bon, c'est par exemple, on va dire que ça, c'est sinus carré hyperbolique d'un certain ρ, et ça, c'est cosinus carré hyperbolique de ρ. Donc je vais poser U est égal à cosinus hyperbolique ρ fois cosinus t, V égale cosinus hyperbolique ρ fois sinus t, x égale à sinus ρ hyperbolique ρ fois cosinus phi, et y est égal à sinus hyperbolique ρ fois sinus phi. C'est facile de voir qu'en fait, la solution générale de cette équation peut être paramétrisée de cette manière-ci. On peut voir d'abord que c'est bien une solution de ça, mais en fait, la solution générale va pouvoir s'écrire comme ça. Et donc, on utilise cette paramétrisation et on exprime maintenant, ayant ça, du, dv, dx et dy dans le ds carré, et on regarde ce qu'on obtient. Et ça va être la métrique antidocitaire. Donc, si vous faites l'exercice, que je ne vais pas détailler au tableau, vous allez obtenir que le ds carré, donc pour antidocitaire, c'est d ρ carré plus sinus hyperbolique ρ au carré d phi carré moins cosinus hyperbolique carré ρ dt carré. Et il est commode de faire la transformation R sinus hyperbolique ρ, et on va paramétriser ceci comme coordonnée radiale standard égale à R, et en termes de R, le ds carré est égal à moins 1 plus. Alors là, j'ai pris le rayon de courbure égal à 1. Si j'avais pris égal à L carré, ou moins L carré, je devrais mettre un L partout. Donc si je fais ça soigneusement, j'obtiens ici R sur L au carré dt carré plus 1 plus R sur L au carré moins 1 dr carré plus R carré d phi carré. Donc ça, c'est un exercice à nouveau. On a la bonne paramétrisation, il suffit c'est de la substitution et d'être prudent dans le calcul. Et puis on fait ce changement de variable parce qu'on a envie d'avoir un R carré d phi carré qui est comme ça, ceci mesure la distance
à l'origine. Et donc, voilà la métrique qu'on obtient. Et le L vient du fait que, en général, on mettra un L carré ici, moins L carré. Bien, et par construction, cette métrique est invariante pour O22. Alors, l'expression des vecteurs de Killing, donc des vecteurs qui génèrent les transformations de O22, est très simple en termes de U, V, X, Y. Par exemple, j'aurai U, D sur DV, moins V et D sur DU, hein, les rotations dans le plan UV, dans le plan XY, la même chose, mais puis après j'ai des termes, l'équivalent des boosts, donc par exemple j'aurai U, D sur DX, plus X, je vois que c'est D sur DU, etc. Donc on peut écrire tous les vecteurs de Killing. Et puis ces vecteurs de Killing, on peut les exprimer en termes, et bon, ils sont tangents à ces hypersurfaces, puisque c'est une hypersurface invariante, et donc je peux les écrire en termes des coordonnées ρ ou R, T et Phi. D'accord ? Donc l'important, c'est qu'il y a 6 vecteurs de Killing, c'est un espace maximalement symétrique. Et c'est par construction. Et en plus, ces vecteurs de Killing vont engendrer l'algèbre O22. Alors, encore une chose à dire, c'est que, oui, T, tel qu'il apparaît, est une variable périodique. Donc, quand T va en T plus 2pi, dans cette construction, je reviens au même point. Donc, ça veut dire que, dans cette manière de voir les choses, j'ai des courbes fermées de genre temps. Alors, antidocitaire, ce qu'on va faire, c'est, bon, on n'a pas envie d'avoir des courbes fermées de genre temps, mais il n'y a rien qui force T à être périodique. Donc on va passer à ce qu'on appelle le recouvrement universel, on va déclarer que T n'est pas périodique. Donc on prend le recouvrement universel, donc T va de moins l'infini à plus l'infini, on ne fait pas l'identification de T avec T plus 2pi, parce que c'est ça qui crée les courbes. Et comme ces courbes ne sont pas contractibles, on peut dérouler sans problème, et donc T va aller de moins l'infini à plus l'infini, et c'est réellement ça que je veux dire par antidocitaire. Alors, antidocitaire est une solution des équations d'Einstein avec constante cosmologique négative. Donc ça, à nouveau, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Hein. Est-ce que je les ai écrites, ces équations d'Einstein ? Quelque part, oui. Donc si vous calculez R mu nu moins 1 demi G mu nu R, donc vous obtenez 0, où la constante cosmologique, c'est moins 1 sur L carré. Donc le L qui apparaît là. Et donc, l'espace antidocitaire est une solution des équations d'Einstein avec constante cosmologique négative, et selon le rayon de courbure de l'espace antidocitaire, on peut l'ajuster à lambda. Alors, que dire encore ? Bon, sur antidocitaire, rien, mais donc l'intérêt, c'est qu'il existe des solutions trous noirs. Donc ces mêmes équations d'Einstein à 3 dimensions possèdent également des solutions qui décrivent des trous noirs. Ce que je vais faire, je ne vais pas les dériver en résolvant explicitement les équations, je vais écrire tout de suite les solutions, et puis je vais commenter. Alors c'est quoi ces solutions ? Je vais les écrire en termes de laps et shift. C'est ds carré est égal à moins n carré, donc là je n'ai rien dit pour le moment, dt carré, plus n-1, donc n-2, pardon, dr carré, plus r carré, n phi, ou n phi, dt, plus d phi au carré, où la fonction n est explicitement donnée par l'expression suivante. N carré ne dépend que de r, ne dépend pas de phi, et de t. C'est moins m plus r sur L au carré plus j carré. Ah, je pense que j'ai oublié, oui, j'ai fait g égale à... J'ai fait 8g égale à 1, qui est une convention qui est adoptée souvent dans la littérature, mais qui n'est peut-être pas une bonne convention. Donc je fais
puisque j'ai voulu garder G partout. Donc je fais moins, donc c'est réellement moins 8Gm plus R carré sur L carré, plus 16 G carré J carré sur R carré. Et N phi, c'est moins 4GJ sur R carré. Alors, exercice, cette métrique est solution des équations d'Einstein. Alors, il y a deux manières de faire l'exercice au moins. Une première qui est de vérifier explicitement, calculer la courbure et voir qu'on a bien ça. Une autre manière, qui est en un sens plus astucieuse, c'est d'observer que si la variable phi, au lieu d'être un angle, donc phi ici c'est de 0 à 2pi, avec identification de 0 à 2pi, si la variable phi est déroulée, c'est-à-dire qu'elle va de moins l'infini à plus l'infini, donc je n'identifie pas phi et phi plus 2pi, et il n'y a rien qui m'y force. Hein. Eh bien, par changement de coordonnées, on peut se ramener à la métrique ici. Changement de coordonnées qui va évidemment dépendre de m et de j. Et donc, je dis que dans un ouvert de coordonnées, je peux ramener cette métrique-ci à cette forme-là lorsque phi n'est pas périodique. Et donc, lorsque phi n'est pas périodique, cette métrique-ci représente antidecitaire. Mais si c'est antidecitaire, ça obéit aux équations d'Einstein. Et le fait que je fasse des identifications ne va pas changer la courbure. Hein. C'est comme si je regarde le plan et que je décide d'identifier les points de pi en 2pi, mais je ne change pas la courbure. Et donc si ça c'est solution des équations d'Einstein qui sont des équations locales, ça c'est aussi solution des équations d'Einstein qui sont des équations locales. Donc on peut démontrer, je ne vais pas le démontrer ici non plus, mais je vous le dis, information, que ceci c'est la même chose que antidecitaire avec identification. Mais les identifications ne changent pas la courbure. En fait, c'est des identifications par des isométries, donc ça n'introduit pas de singularité. Et donc, c'est clairement aussi, de ce point de vue-là, une solution des équations d'Einstein. Donc, ceci est une solution des équations d'Einstein, mais qui dépend de deux paramètres, m et j, qui sont en fait liés à la manière dont vous faites les identifications. Donc, il y a deux paramètres qui apparaissent, m et j. Et vous voyez que pour j égale à 0, et m est égal à moins 1 sur 8g, je suppose. Donc, pour ces valeurs-là, on retrouve antidecitaire. Hein, parce que alors cette métrique-ci, lorsque j est égal à 0 et que moins 8gm c'est égal à plus 1, on retrouve ceci. Donc c'est une famille de solutions qui contient antidecitaire pour ces valeurs de paramètres, mais pour d'autres valeurs de paramètres, ce n'est pas antidecitaire, même si localement c'est comme antidecitaire, ça en diffère globalement parce qu'il y a ces identifications dont j'ai parlé. Alors, si m est positif, et j, on va le voir tout de suite, n'est pas trop grand, donc si j est plus petit que ml, donc ça c'est antidecitaire, eh bien je prétends qu'on a des solutions de trous noirs. Et comment on voit ça? Je prétends que pour ce domaine de paramètres ici, la fonction n carré possède des zéros. Et les zéros de n, c'est comme pour Schwarzschild ou pour Kerr, correspondent à des horizons d'événements. Donc si n peut s'annuler, bon, il est clair que n ne peut, pour des valeurs génériques de grand M et de grand J, il n'est pas dit que n puisse s'annuler. Par exemple, si je prends j égale à 0, m égale à moins 1 sur 8g, la fonction devient égale à celle-ci, qui est toujours strictement positive, quelles que soient les valeurs de R, réelles bien entendu. Donc on voit qu'en général, la fonction ici n'aura pas nécessairement de 0, mais si, dans ce domaine de paramètres, la fonction a des zéros. Alors je vous laisse vérifier que c'est vrai. Vous voyez que c'est une équation, donc si n carré égale à 0, en multipliant par le dénominateur, va contenir du R4, du R carré et un terme indépendant. Donc ça va être un polynôme quadratique en R carré,
et les zéros d'un polynôme quadratique, on les connaît. Il y a une formule qui donne ça. Et on verra que les racines sont réelles pour autant que ces conditions-ci soient satisfaites. Oui ? Si on ne compactifie pas l'angle phi, on peut quand même avoir des solutions de n. Oui, mais alors ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que en fait, dans ce cas-là, ça ne recouvre, j'ai dit que c'était la même chose que antidocité, mais j'ai un petit peu forcé les choses, ça ne couvre qu'un morceau d'antidocité. Et donc pour étudier les propriétés globales quand phi n'est pas périodique, ce système de coordonnées n'est pas adapté. Et donc il faut passer à un nouveau système de coordonnées, et le nouveau système de coordonnées donne ça. Et donc étendre au-delà par extension analytique, et ça donne ça. Alors je vais juste écrire les formules. Effectivement, donc n carré égale à 0. Pour deux valeurs, c'est un polynôme quadratique, en général j'aurai deux racines distinctes. Pour deux valeurs distinctes de R, qui sont données par les expressions suivantes. L, 4G grand M, 1 plus ou moins racine de 1 moins J sur ML au carré. Comme c'est une équation pour R carré, on obtient R carré selon la formule standard, mais après il faut encore prendre une racine carrée. Donc à la puissance 1,5. D'accord ? Donc à nouveau, ce n'est pas très compliqué, il faut résoudre une équation du second degré que je vous laisse résoudre et vous obtiendrez qu'on a cette expression-là, et donc on a bien des valeurs de R positives et réelles, ou réelles et positives, pour autant que M ici soit positif et que ceci soit réel, c'est-à-dire que cette condition-là soit satisfaite. D'accord ? Donc ça c'est un calcul à nouveau direct. Alors là où n carré est nul, on peut démontrer qu'on a effectivement un horizon d'événements, et je voudrais dire quelques mots sur la structure en termes des paramètres. Maintenant, la structure de l'espace des solutions, et peut-être pour me simplifier la vie, J, en fait, on va voir, je peux déjà le dire maintenant, on va voir que M, c'est la masse du trou noir, et J, c'est son moment cinétique. Alors, d'où ça sort, je vous l'expliquerai la fois prochaine. Je pensais le faire aujourd'hui, mais je n'aurai pas le temps. Donc, l'interprétation physique de M, c'est la même que dans le cas du trou noir de Schwarzschild, par exemple, c'est la masse. Et le J, on a pris cette notation parce qu'effectivement, c'est le moment cinétique. Donc, vous voyez que J, si vous changez phi en moins phi, comme J apparaît dans n phi, n phi change de signe, et donc on aura la même métrique, mais il faut changer aussi t en moins t. Donc en fait, ça tourne dans l'autre sens. Donc c'est un terme qui est caractéristique du... Bon, ça ne démontre pas que c'est le moment cinétique, mais ça a en tout cas cette bonne propriété du terme caractérisant le moment cinétique. Donc c'est que ça change de signe si vous changez t en... Enfin, c'est invariant, mais il faut faire à la fois phi en moins phi et t en moins t. Bien, alors pour comprendre... Donc, je vous dirai comment identifier M à la masse et J au moment cinétique. Mais avant de le faire, je voudrais étudier peut-être de manière un peu plus détaillée la structure de l'espace des solutions, et je vais me placer dans le cas où J est égal à 0 pour la simplicité. On comprend bien les choses déjà dans ce cas-là, et c'est beaucoup plus simple à analyser. Dans ce cas-là, la métrique se réduit, il n'y a plus que le paramètre M, à moins R carré sur L carré, moins 8GM dt carré, plus la même chose, R carré sur L carré moins 8GM moins 1 dr carré plus R carré dφ carré. Alors, si M, en fait, je voudrais... Oui, le cas nul est bon aussi. Donc ici, j'ai mis une inégalité stricte. Je vais parler du cas M égale à 0 tout de suite. Si M est positif ou nul, on voit bien qu'il y a une racine de ceci, ça nul en R+. Bon, il y a R-1 des deux qui est égal à 0, mais l'autre R+ est égal à L, racine de 8GM
Et donc ceci s'annule et ceci s'annule, donc devient infini puisque c'est au dénominateur, exactement comme dans la métrique de Schwarzschild. Et on peut montrer en utilisant des coordonnées du type Kruskal qu'on peut construire, ou même Eddington-Finkelstein si on ne veut qu'une moitié, que ceci correspond bien à un horizon d'événements. C'est-à-dire que les événements dont la coordonnée, donc correspondant à des... Donc on aura la surface R égale à R+, est en fait une surface nulle. Qu'on ne peut donc franchir que dans un sens. On peut montrer que soit on peut, si je prends l'horizon d'événements futur, on peut, ou passé, pardon, on peut rentrer dans la région de l'autre côté, mais on ne peut pas en sortir. Donc c'est exactement comme dans Schwarzschild. Donc la structure causale, c'est dans Schwarzschild. Bon, asymptotiquement, c'est antidocitaire, mais à part ça, c'est la même chose pour horizon d'événements. Et donc, je vous ai donné des références, et ces références contiennent notamment un article où les coordonnées de Kruskal sont construites, et donc la structure globale peut être, même avec J différents de 0, peut être complètement décrite. Alors, si m est égal à 0, donc c'est le cas limite, c'est ce qu'on appelle le trou, donc m égale à 0, c'est trou noir de masse nulle. On peut montrer aussi qu'il y a des horizons. La structure est un tout petit peu plus, un peu pathologique, mais il y a quand même un horizon. Donc de ce point de vue-là, c'est un trou noir, et c'est ce qu'on appelle le trou noir de masse nulle. Maintenant, on peut se poser la question, que se passe-t-il quand m est négatif? Si m est négatif, ça ne s'annule nulle part, et on peut aller jusqu'en R égale à 0. Et donc en particulier, m est égal à moins 1 sur 8g, qui est antidocitaire, appartient à ce cas-ci. Alors ce qui se passe, c'est que si m est négatif, on va avoir en général, donc on peut aller jusqu'en R égale à 0, mais en R égale à 0, on va avoir en général une singularité conique. Et je pense que je vais terminer en expliquant ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que c'est une singularité conique? C'est une singularité comme pour le cône. Si vous imaginez un cône, tout est régulier ici, mais à la pointe du cône, il y a une singularité qui peut être détectée de la manière suivante. C'est sur un cône, si vous regardez la manière... Donc, si je regarde un cercle, pour R égale une certaine valeur, donc c'est-à-dire à une certaine distance de la pointe du cône, la manière dont la circonférence dépend du rayon, la circonférence ne va pas être égale à 2π fois le rayon. Ça va être plus petit que 2π fois le rayon parce qu'il y a un déficit angulaire. Donc de manière générale, ici, bon, évidemment, si le cône est ouvert en un plan, il n'y a pas de singularité au point ici, et la circonférence va être égale à 2πr. Si j'ai une singularité conique, la circonférence ne va pas être égale à 2πr. Alors, comment calculer la circonférence de cette métrique? Donc, faisons-le. Donc, la métrique, donc je regarde le temps ici ne joue pas, il n'y a pas de problème. Ceci est régulier en R égale à 0. Donc, le problème, c'est le R carré qui est ici. En R égale à 0, il se passe quelque chose. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une singularité de coordonnées ou est-ce qu'il y a vraiment une singularité? Si c'est comme ça, ce sera une vraie singularité. Si c'est le plan, R égale à 0 n'a rien de particulier, c'est une singularité de coordonnées. Et pour détecter si on est dans ce cas-là ou si on est dans le plan, on calcule justement la manière dont la circonférence varie avec le rayon, puisque c'est ce qui permet de distinguer. Et donc, faisons le calcul. Donc, je vais regarder ça. Donc, je vais écrire cette métrique comme R carré sur L carré plus, appelons ça alpha. Donc alpha, c'est moins 8G grand M, et R carré plus R carré d phi carré. Et donc vous voyez que, bon, je vais faire le calcul au voisinage de R égale à 0, puisque c'est là que je veux détecter s'il y a une singularité ou pas. Donc je regarde
les premiers termes au voisinage de R égale à 0. Alors, au voisinage de R égale à 0, alpha domine, donc je vais avoir ça, c'est 1 sur alpha dr carré plus R carré dφ carré. Bon, c'est le premier terme, il tend vers 0, mais c'est le premier terme, donc il faut le garder. Et vous voyez que si alpha est positif, donc ceci va être positif, puisque m est strictement négatif, je peux écrire ça comme dr sur racine de alpha au carré plus R carré dφ carré. Et donc pour avoir la métrique plate, qui me permet de faire les calculs plus facilement, je vais appeler ça d nouvelle variable. Je passe de R à ρ, je l'ai déjà utilisé. Sigma, taux non plus, ça fait penser au temps. Appelons ça W. Donc je pose W est égal à R sur racine de alpha, d'où R c'est racine de alpha fois W, donc la métrique va être alpha W carré dφ carré. Et sous cette forme, on voit clairement que si le rayon est W, l'intégrale de la métrique induite qui va être alpha W carré sur le cercle, donc à phi égale à constante, va me donner 2π, mais je vais avoir 2π racine de alpha W0 pour le cercle de rayon W égale W0. Et donc vous voyez qu'au lieu d'avoir 2π fois le rayon, j'ai 2π fois racine de alpha fois le rayon. Et donc si racine de alpha n'est pas égale à 1, j'ai une singularité conique. Donc c'est uniquement lorsque racine de alpha est égale à 1 que j'ai une singularité, que j'ai pas de singularité conique, et ça correspond à ça égale à 1, oui. Et donc c'est bien m est égal à moins 1 sur 8g. Donc pour antidocitaire, il n'y avait pas de singularité, bien sûr, heureusement qu'on retrouve ça. Mais on voit, si je regarde le domaine de variation de m, ici j'ai des trous noirs. Là j'ai le trou noir de masse nulle. Là j'ai antidocitaire. C'est ADS. Et ici, j'ai des singularités coniques. Et là, on peut voir aussi que j'aurai une singularité, mais qui sera un excès d'angle. Puisque si alpha est, cette fois-ci, la circonférence ne sera pas plus petite que 2πr, elle sera plus grande que 2πr. Donc c'est comme si j'avais une ouverture encore plus grande. D'accord, mais donc on voit que alors ces singularités ne sont pas protégées par un horizon, donc parfois ces solutions sont rejetées. Ce n'est pas tout à fait clair qu'il faille le faire. Mais en tout cas, on voit en tout cas un point intéressant, c'est antidocitaire qui est là. Et puis on a les solutions trous noirs. Et entre les deux, on a des solutions avec une singularité conique qui est visible de l'infini. Mais c'est très facile de voir cette singularité de l'infini. Il suffit de calculer, enfin de mesurer le rayon, la circonférence et voir comment elle évolue avec R. Voilà. Donc je pensais, comme d'habitude, faire beaucoup plus, mais ce n'est pas grave. Donc ce que je ferai la fois prochaine, je vous montrerai comment on peut interpréter M comme étant la masse de la solution et J le moment angulaire, et comment en fait ça fait partie d'une famille infinie de symétries asymptotiques, qui est réellement le but. Qu'on va avoir deux copies de Virasoro à l'infini avec une charge centrale non nulle. Donc ça, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Enfin, la moitié de ce que je voulais dire aujourd'hui. Oui. Le troisième paramètre qui caractérise le trou noir, c'est... J'en ai deux ici. Hein. Oui, et le troisième. Généralement, on les dit qu'il y en a... Oui, il n'y a pas de charge. Je n'ai pas mis de charge ici. Je n'ai pas de champ électromagnétique. Donc la charge est nulle. Le champ électromagnétique, on peut construire des solutions avec champ électromagnétique, c'est un peu compliqué parce qu'à 2 dimensions, le potentiel vecteur va contenir des logarithmes et donc le comportement de la métrique à l'infini est plus compliqué, à 2 plus 1 dimension. On peut ajouter de la charge, ça a été fait, c'est plus compliqué. Et donc l'étude des symétries asymptotiques en particulier est plus compliquée, mais donc, comme j'ai envie de garder les choses relativement simples, je ne le fais pas ici. Mais il existe des trous noirs chargés. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Donc peut-être juste, parce que ça va être en compte avec le séminaire prochain, enfin à 4 heures. Donc si on peut étudier les symétries asymptotiques de cette métrique, c'est-à-dire chercher les difféomorphismes qui laissent... vous voyez que la solution trou noir, elle, asymptotiquement, pour R très grand, en fait, toutes ces solutions coïncident. Pour R très grand, n carré de R tend vers ça, qui ne dépend plus de J et de M, et n phi, pour R très grand, tend vers 0. Donc, quelles que soient les valeurs des paramètres, ces solutions tendent vers la même chose pour R très grand. Et on peut dire vers antidocitaire. Donc, on s'attend à retrouver les symétries de antidocitaire à l'infini, en tant que symétrie asymptotique. Et une surprise qui est apparue, c'est que si on calcule les symétries asymptotiques, on trouve quelque chose de beaucoup plus grand qu'antidocitaire, plus que O2,2, on trouve tout le groupe conforme à 2 dimensions. Donc ça, je vais expliquer la fois prochaine. Mais ce groupe conforme contient quand même D sur dt et D sur dφ, c'est-à-dire le générateur des translations dans le temps et le générateur des rotations. Et si on calcule les valeurs des charges correspondantes, on trouve pour d sur dt la masse. Je voudrais faire le calcul explicitement la fois prochaine parce que c'est la même chose que le calcul de la masse ADM en relativité à 4 dimensions. C'est un calcul instructif, il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie. Et pour d sur dφ, on trouve le moment angulaire, le moment cinétique. Mais il se fait qu'il y a beaucoup d'autres charges et qu'on a une algèbre intéressante de symétrie à l'infini qui apparaît. C'est pas trivial de pouvoir identifier la masse m comme étant la masse. Ce que je vous ai dit, il n'y a pas de force newtonienne à 3 dimensions. Une manière d'identifier dans Schwarzschild la masse comme étant la masse, c'est en regardant l'équation de déviation des géodésiques et de voir apparaître le gradient de 1 sur R qui apparaît avec le terme de masse dans l'équation de déviation des géodésiques. Ça, on ne peut pas le faire ici parce que les géodésiques, localement, elles se comportent comme antidocitaires. On ne le voit pas. Par contre, on peut parler d'une masse gravitationnelle passive qu'on mesure à l'infini, qui est celle qui apparaît dans la relation, par exemple, pour Minkowski, P mu égale moins m carré. On peut calculer P0, donc on peut calculer l'énergie. Et donc la masse va être interprétée ici comme la valeur du générateur des translations dans le temps. Et c'est subtil de parler du générateur de translation dans le temps, parce que les translations dans le temps, c'est un difféomorphisme. Mais c'est un difféomorphisme interne, impropre, et donc son générateur va être donné par un terme de surface. Donc ça, c'est le programme pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, à 4 heures, nous avons un séminaire qui, comme je l'ai expliqué, la philosophie du cours, c'est qu'il y a un cours structuré, linéaire, où les choses sont faites en détail, enfin relativement en détail, ou en tout cas, je pense que, même si je ne les fais pas explicitement au tableau, vous avez tout ce qu'il faut pour les faire comme exercice. Les séminaires sont des séminaires de recherche, pour vous exposer aux derniers travaux qui sont faits dans le domaine. Donc la philosophie des cours et séminaires est un peu différente. Cours, c'est cours, et séminaire, c'est séminaire. Voilà. Sur ce...